Juste le temps pour le docteur Tiwa de terminer et de nous permettre de commencer l'atelier 3. Alors, lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble pour rédiger un ouvrage, ces personnes sont des co-auteurs. Nous sommes tous d'accord. Et ces personnes-là ont des droits sur cet ouvrage-là et peuvent bénéficier des éventuels subsides à tirer de l'ouvrage. Lorsque des journalistes également se mettent ensemble, 2 journalistes, 3 journalistes, se mettent ensemble pour produire et rédiger un article de presse, ils sont également co-auteurs et peuvent tirer des bénéfices éventuels de cet article-là. Cela va de soi également. Mais lorsqu'un journaliste fait rédiger un article par l'intelligence artificielle, ou alors lorsqu'un journaliste se fait assister par l'intelligence artificielle pour produire un article de presse, comment cela se passe? Qui bénéficie des droits? Qui a les droits sur l'article? Et jusqu'où est-ce qu'on peut appliquer ces droits? Comment? Quelle est la technologie à mettre en place si jamais il faut attribuer chaque mérite? Ces questions sont des conséquences majeures d'un principe de l'utilisation de l'intelligence artificielle, le principe de transparence. Parce que le principe de transparence exige de dire, chaque fois qu'on a utilisé l'intelligence artificielle, et même d'indiquer le pourcentage. Il y en a qui vous demandent de dire à quel pourcentage l'intelligence artificielle a été utilisée. Alors, s'il y a donc le principe de transparence, la conséquence aussi, c'est comment est-ce qu'on établit les droits le moment venu, puisqu'on a dit que le journaliste n'a pas travaillé seul. Et je m'en vais convoquer quelque chose que j'ai lu récemment, que j'ai relu récemment dans la Bible. Le Christ disait, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, à l'aide de l'IA, faut-il restituer au journaliste ce qui est au journaliste et restituer à l'intelligence artificielle ce qui lui est dû et qui devrait donc assumer ces droits-là? Ces questions sont au cœur de cette session, de cet atelier numéro 3, dont j'assure la modération. Je m'appelle Asomon Nekdem, je suis journaliste, je suis enseignant de journalisme et j'ai l'honneur, parce que c'est vraiment un honneur, d'animer l'échange entre 3 éminents experts. Il s'agit notamment de Maître Kédi, de Maître Emmanuel Kédi, qui est du cabinet Kédi & Associates. Il m'arrêtera si jamais les informations données ne sont pas exactes, mais qui surtout a une longue expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle, du droit du numérique et des nouvelles technologies, du droit de la concurrence, du droit des contrats, du transfert des technologies. Il est au cœur de ces questions-là lorsqu'on parle de l'IA et des questions de propriété intellectuelle. Il est également mandataire agréé auprès de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Nous avons également sur ce panel monsieur le docteur, c'est ça, le docteur Willy Zogo, qui est chargé de cours à l'université de Yaoundé 2. Et nous avons l'avantage d'avoir avec lui le théoricien du droit. Parce que si on parle des questions pratiques, des questions d'implémentation de la propriété intellectuelle, c'est que tout cela repose d'abord sur un certain nombre de principes et de savoirs théoriques. Si je me trompe, la 3e personne, c'est monsieur Gabriel, c'est ça?
Voilà. Monsieur Gabriel Nonechupo. Voilà. Monsieur Gabriel Nonechupo nous vient de la Commission nationale des droits de l'homme. Et il est juriste. Et ce sont également des questions qui l'intéressent. Je m'en vais introduire d'abord Maître Kedi, qui, du haut de ses pratiquement 20 ans d'expérience sur les questions de propriété intellectuelle liées au numérique, pourra nous entretenir sur un certain nombre de questions. Vous avez la parole, Maître. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Ah, pardon. Ce sera très contraignant. Dans nos échanges, je vous ai parlé de 10 minutes. Vous vous êtes rendu compte que là, on a réduit, donc ce sera 5 minutes. Donc là, nous sommes véritablement bousculés. Oui. Je suis vraiment véritablement bousculé parce qu'au début, là, quand on nous a contactés, c'était pour faire carrément une présentation et parler des aspects. J'étais tout content parce que pour une première fois, je devais m'adresser aux journalistes et faire entendre la prédication sur la propriété intellectuelle. Dire aux journalistes que en dehors du cadre professionnel usuel, les journalistes aussi peuvent aborder le chapeau, bien la toge de une certaine peuvent aussi aborder la toge d'auteur dans une certaine mesure, ou dans la mesure que quand ils créent ou bien quand ils rédigent de tout ce qu'ils rédigent là, du moment où ça remplit les conditions de protection par le droit d'auteur, une protection peut en découler. Donc maintenant, passé cette étape, on se rend compte que le processus de création dans le domaine journalistique change. Cette mutation, on trouve cette mutation dans différents domaines, notamment celui dans tous les domaines, dans tous les cas, avec l'intrusion de l'IA. L'IA n'est pas seulement là pour tout ce qui est aspect travail, mais il y a aussi impact sur la créativité. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'un travail créé par un journaliste ou bien publié par un journaliste, le journaliste peut avoir la propriété sur ce travail-là, du moment où ce travail est utilisé ou bien il a été inspiré par un outil d'intelligence artificielle? Voilà à peu près la question et voilà à peu près sur quoi je vais mon propos va s'accentuer dans quelques minutes en fait. Disons que la tendance jurisprudentielle au Cameroun, peut-être ailleurs, déjà au Cameroun c'est carrément le désert. Nous n'avons pas encore de cas au niveau des tribunaux où on a interpellé le juge pour poser la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle qui va découler d'une création issue de l'intelligence artificielle. Mais la tendance jurisprudentielle voudrait qu'il y ait l'action humaine de la démarche. On doit avoir la personnalité de l'auteur. S'il te plaît. Oui, merci. Disons qu'à la fin, il faudrait qu'on puisse, dans le document qui sortira, n'est-ce pas, de la maison d'édition, on doit avoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc même quand on travaille avec l'IA, on doit retravailler sur ce que l'IA a produit pour pouvoir mettre son empreinte. Donc si on essaye de s'inspirer des dispositions de la loi de 2000 sur le droit d'auteur, qui ne renvoie pas à l'empreinte de la personnalité de l'auteur, mais plutôt à l'originalité, on doit avoir des œuvres originales. Et d'originalité ici va se mesurer sur un peu comme si on était en train de faire une appréciation sur l'état de la technique. Qu'est-ce qui existait avant? Qu'est-ce que vous avez apporté? Comment est-ce que ce que vous avez apporté, est-ce que c'est nouveau ou bien c'est original? Donc voilà à peu près comment est-ce que la démarche légale se positionne. Du moment où on peut identifier l'originalité ou l'empreinte de la personnalité de l'auteur, dans ce cas, l'auteur devient le journaliste ou le créateur de contenu journalistique. Donc. Mais il faut dire ici que
on se retrouve dans une situation assez complexe. Parce que le processus de création ou d'invention, généralement, répond à des étapes. On est dans une démarche de conception, de réalisation personnelle. Donc, on conçoit, on réalise physiquement son œuvre. Si on essaye de prendre la démarche avec l'utilisation de l'IA, on n'est plus dans une démarche de conception. La démarche de conception est faussée parce que vous posez la question à l'IA et l'IA commence à réagir. Sauf dans le cas peut-être de l'IA générative où on permet à l'IA de commencer à réagir. Même jusqu'à là, il y a un problème de conception qui se pose. Maintenant, la réalisation personnelle, on peut encore éluder cet aspect-là parce que la loi de 2000 donne, par exemple, le statut d'auteur à une catégorie assez particulière, les photographes et tous ceux qui font la création par assistance. En donnant par exemple les infographes et les photographes la qualité d'auteur du moment où ils utilisent leur finesse dans la réalisation de l'œuvre à la fin. Donc du coup, on peut dire que la réalisation personnelle peut être éludée, mais dans tous les cas de figure, il faudrait qu'on trouve dans la démarche de l'originalité. De l'originalité. Donc face à cette situation où ceux qui créent des contenus journalistiques auront la difficulté à prouver qu'ils ont mis une empreinte ou bien une empreinte sur leur réalisation, du coup, il sera très difficile dans les années qui viennent de s'appuyer sur ce type de création et revendiquer les droits d'auteur. Donc voilà à peu près ce que nous avons pensé ou bien ce que nous avons identifié. Mais maintenant, quelles sont les recommandations? Quelles sont les recommandations dans cette démarche-là? La première des recommandations ici, c'est que on essaye dans la démarche d'identifier certains acteurs dans le processus de diffusion des œuvres journalistiques et leur attribuer comme ça le statut de droit voisin. Je prends un peu l'exemple de tout ce qu'ils font dans l'édition. La loi de 2000 sur le droit d'auteur a identifié par exemple les entreprises de communication audiovisuelle. On leur a attribué le droit d'auteur, mais on a éludé ceux qui font dans l'édition. L'édition notamment dans tout ce qui est presse et autres là. Par contre, dans le domaine quand on exploite l'IA, on se rend compte que les œuvres journalistiques, par exemple, peuvent être reproduites. Donc, on prend un contenu journalistique d'une œuvre, peut-être d'un journal et autres, et on essaye de reproduire ça identique, ou bien les IA génératifs essayent de s'appuyer sur ces œuvres-là et continuer à reproduire. Donc, comme recommandation, si c'est possible de prendre cet aspect-là en disant qu'on ouvre la brèche pour les éditeurs et leur permet d'avoir les droits d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur sur les œuvres utilisées par l'IA, sur leurs œuvres utilisées par l'IA. Il y a aussi cet aspect de permettre à ce que les journalistes puissent refuser implicitement ou explicitement, n'est-ce pas, l'utilisation de tout ce qui est comme contenu journalistique sans leur autorisation. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand on publie sur Internet et autres, l'IA fait le tour de tout ce qui est publié et sur la base de ces publications-là, commence à générer des contenus. Donc, s'il est possible de travailler, que le gouvernement travaille avec ces entreprises-là pour permettre les titulaires de ces œuvres-là d'interdire l'exploitation de leurs œuvres sans leur autorisation. Donc, aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut rémunérer les éditeurs. Quand on va rémunérer les éditeurs, forcément, on va rémunérer ceux qui travaillent pour les maisons d'édition, dont les journalistes pourront pleinement bénéficier des droits d'auteur qui vont découler, n'est-ce pas, d'exploitation de leurs œuvres sur tout ce qui est l'IA. Bon, donc, mais je vous remercie pour... Merci, Maître Kedi. Il découle de ce que vous dites que la question de la propriété intellectuelle sur les œuvres des journalistes à l'aide de l'IA, cette question est vraiment en friche au Cameroun. Déjà parce qu'on manque encore vraiment de jurisprudence sur laquelle appuyer. Mais il est possible de s'appuyer au moins sur des principes généraux
qui mettent en avant la question de l'authenticité du travail, montrer que l'être humain a vraiment participé. Mais vous soulignez quand même la complexité, parce que prouver l'authenticité avec l'utilisation de l'IA est plus difficile, parce que l'IA intervient elle-même dans la conception, l'IA intervient elle aussi dans la réalisation physique de l'œuvre, et alors il devient difficile de dissocier. Et vos recommandations sont fortes à propos, dans la mesure où vous mettez vraiment en avant la question d'étendre la question des droits d'auteur, surtout aux éditeurs, et ce qui pourrait permettre aux employés, qui sont les journalistes, de pouvoir en profiter. Donc, vraiment, nous vous remercions et espérons avoir une ou deux questions sur le débat tout à l'heure. Nous passons au docteur Willy Zogo, qui, comme je disais tout à l'heure, est davantage un théoricien du droit, et les aspects pratiques doivent pouvoir s'appuyer sur tous les travaux scientifiques qui sont faits. Alors il pourra nous dire si la question est véritablement déjà appréhendée au niveau de l'académie, au niveau des universités, au niveau de la recherche. Merci pour la parole donnée, cher modérateur. J'ai envie d'indiquer que je n'interviens pas uniquement sous la casquette académicienne, parce que par ailleurs je suis journaliste, un master en communication, médias et autres. J'avais dit que je suis du corps, donc je mesure au quotidien justement l'impact sur le métier. Et alors, pour revenir donc à votre question, cette précision étant faite, à l'université de Yaoundé 2, par exemple, voilà, à l'université de Yaoundé 2, où j'interviens comme enseignant de droit, il y a effectivement un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle qui a été lancé et qui est opérationnel, qui travaille et explore tous les aspects justement de l'impact de l'intelligence artificielle de manière transversale. D'ailleurs, les équipes y sont transversales, donc l'étude scientifique y est transversale. C'est le premier point à indiquer. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on peut penser que l'intelligence artificielle ramenée à la chose médiatique est porteuse d'intérêt du point de vue scientifique? Que oui, on a également plusieurs masterants à l'université sous notre conduite ou sous la conduite des collègues qui travaillent effectivement sur ces questions de manière plus ou moins directe. Alors, effectivement, il faut justement encourager que la recherche se poursuive, peut-être du côté de l'ESTIC, peut-être, des travaux peuvent être faits du point de vue scientifique. Moi, si vous voulez, une fois que j'ai apporté ces précisions, j'ai envie d'entrer dans le vif de ce que moi j'ai préparé en parallèle, hein, de ce que vous avez dit, qui est également digne d'intérêt. C'est de dire que lorsqu'on évoque la problématique de la propriété intellectuelle pour nous, de la presse, il faut le dire comme ça, sous une autre casquette, on a au moins deux détentes, il y a une double détente. Il y a d'abord, dans un premier temps, le côté input ou amont, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que la propriété intellectuelle est mise à l'épreuve, justement pour tout ce qui est système d'intelligence artificielle. Et tout d'abord, je pense que Maître a bien indiqué, il s'agit de l'exploitation des articles et des productions journalistiques par les acteurs qui produisent les systèmes de IA. On est d'accord. Donc c'est le input, c'est-à-dire que le système IA, c'est-à-dire d'intelligence artificielle, va piller littéralement tout ce qu'on trouve comme article de presse. Vous, par exemple, vous avez une très grosse production, je pense que sur les comptes rendus d'audience, par exemple. Et puis, moi qui suis dans le journalisme juridique, très souvent, lorsque je vais sur DeepSeek, par exemple, qui est une intelligence artificielle chinoise très puissante et gratuite, je vais me rendre compte que
les comptes rendus d'audience, par exemple, sur une problématique donnée au TCS et tout, sont systématiquement exploités par l'intelligence artificielle avec une précision, j'ai envie de dire, clinique. Mais sauf que derrière, rien n'indique que c'est vous, par exemple, c'est M. Nekdem qui allait battre le pavé au TCS jusqu'à 22 heures. Donc ça, c'est le premier problème qui se pose, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle explorent la masse d'articles de presse disponibles en ligne sans jamais indiquer qui sont les auteurs. Donc ça, c'est le premier point à l'entrée dans l'utilisation massive et sous forme des données d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Et pour sortir sur ce premier point, on peut poser la question, que dit le cadre juridique camerounais? Aujourd'hui, on a une stratégie nationale d'intelligence artificielle qui est en cours, heureusement élaborée par un cabinet d'avocats. On espère donc que le côté juridique sera poignant. On a également l'annonce au niveau du Minpostel d'une loi sur l'intelligence artificielle. Le plaidoyer doit, ça c'est la première recommandation, qui n'entre pas nécessairement dans la charte, hein, mais le plaidoyer doit être porté auprès de ces acteurs qui sont en train d'élaborer ces instruments institutionnels et juridiques pour intégrer dans l'aspect propriété intellectuelle. Pas sûr que cet aspect était déjà pleinement pris en compte sur les aspects propriété intellectuelle pour ce qui concerne les éditeurs. Vraiment, Maître Kedi a tout dit, il a dit qu'il faut rémunérer à travers l'exploitation. Mais j'ai envie de dire, pour sortir sur ce point, que ça nous rappelle un peu le combat des GAFAM et de l'administration fiscale. On dit, comment est-ce qu'on va taxer les GAFAM puissants qui parfois ont des sièges à des localisations où on ne peut pas arriver. Je pense que le problème sera transposé également quand on va dire ceux qui développent les systèmes IA, comme DeepSeek, qui est un gros producteur chinois d'IA, et rappelons que la Chine a déposé, je pense, ils sont à près de 300 000 brevets d'IA, vraiment, c'est la fréquence. Comment on fait pour que le Cameroun et les journalistes, les patrons de presse camerounais puissent aller négocier avec ces mastodontes-là? Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, là, si vous voulez, c'est à la sortie. Maître Kedi l'a également dit, mais j'ai envie de mettre aussi au bout. C'est... Voilà, cela concerne plutôt, après l'amont, c'est l'aval, c'est-à-dire le statut des articles produits par IA. Naturellement, on est d'accord que plusieurs jurisprudences en droit comparé ont établi effectivement qu'un simple prompt dans une intelligence artificielle ne vous confère pas automatiquement un droit d'auteur. Et Maître Kedi a bien évoqué aussi l'aspect, les droits voisins, qui sont une piste à explorer pour pouvoir également permettre aux journalistes de vivre. Et ça a été dit dans d'autres panels ici, la situation est très grave. Et je sors sur ce deuxième point par ce qui a été fait ailleurs. Donc dans le droit comparé, du point de vue vraiment réaction universitaire, juriste, en droit comparé, effectivement, on se rendra compte que dans d'autres juridictions, comme en France par exemple, il y a des démarches en cours pour imposer justement à ces mastodontes qui mettent sur pied des systèmes d'intelligence artificielle une loi qui va tenir compte de la présomption d'utilisation et d'exploitation. Par exemple, dans notre cas, les patrons éditeurs diront que voilà, on part du principe que ce qui a été produit à travers une intelligence artificielle a pillé nos ressources journalistiques qui sont par exemple disponibles en ligne. Et donc sur ce point, effectivement, une loi pourrait faire ce qu'on appelle en droit le renversement de la charge de la preuve. Que la preuve ne doit plus être apportée par les journalistes qui prétendent que non, c'est moi Nekdem, j'étais au TCS jusqu'à 22 heures. Tout le contenu là, vraiment, à 75 à 80%, c'est moi. Donc, on renverse la charge de la preuve. Il appartiendra donc au système d'IA, en tout cas ceux qui les développent, d'apporter la preuve contre ça. Ce renversement de la charge de la preuve, vous comprenez que là, on est toujours sur des leviers institutionnels et législatifs. Et un dernier point également, c'est la source, la protection de la source,
la loi sur la protection des données à caractère personnel, lorsque vous avez reçu des documents qui peuvent permettre d'identifier une source et que vous les exploitez vraiment en catimini et que vous les mettez dans l'IA, il faudra que cette confidentialité soit maintenue. Et donc, on a un début de réglementation avec la loi sur la protection des données à caractère personnel qui ne mentionne pas nécessairement les systèmes d'IA, mais qui est déjà un levier utile sous ce prisme-là. Donc, je sors définitivement sur l'état des lieux en indiquant que le Gabon a adopté sur Lingui-Nguema le 26 février 2026, il y a quelques jours, 3 ordonnances sur la communication numérique et je pense que c'est le premier en Afrique centrale à encadrer tout ce qui est intelligence artificielle de manière indirecte, en tout cas communication via IA. C'est vraiment une innovation. Ses raisons, ses motifs et ses ressorts sont peut-être politiques et tout ce qu'on veut, mais le fait scientifique, voilà, le fait scientifique est qu'on a une réglementation IA média en Afrique centrale et c'est le Gabon qui est la tête. Et je finis par 2 recommandations. Pour dire qu'en offre, il m'a été demandé de formuler quelque chose de précis. On n'est pas là juste pour bavarder, mais de dire des choses précises. Mais sauf que des choses précises, c'est pour la charte sur, il me semble, la charte sur la gouvernance et l'éthique IA dans le milieu de la presse. Mais sauf qu'un préalable s'impose. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire un code éthique IA. Le code étant plus directif, mais on est plutôt dans une logique charte éthique, donc on est dans la logique des principes, j'ai envie de dire un peu de la rêverie théorique, et quitte à ce que le reste suive. Donc, je vais donc m'aligner ce qui a été dit pour dire que dans cette charte-là, les principes qu'on doit pouvoir retrouver, c'est celui de la transparence, connu de tous, l'UNESCO, qui doit être précisé et adapté au contexte de la presse locale, et rappeler aussi un peu le principe de la responsabilité, si on veut même, pour parler comme au Gabon, de la responsabilité solidaire des acteurs. Je vous remercie. Merci, docteur. Il est très intéressant de se rendre compte que, au-delà du problème des droits d'auteur vus de manière individuelle chez le journaliste, il est important de voir qu'il y a tout un marché au niveau, en fait, dans une perspective économique, sur ce qu'on peut estimer comme le pillage. Et pour aller plus loin dans ce que vous dites, ça peut être un levier de financement de la presse. Parce que si les grosses entreprises d'IA doivent pouvoir payer quelque chose pour avoir utilisé les contenus produits par les journalistes, c'est un grand levier et je vois le docteur Tiwa sourire parce que je sais que c'est un gros plaidoyer qu'il porte. Et c'est également intéressant, l'une des choses que vous avez relevé tout à l'heure, c'est le renversement de la preuve, la présomption d'utilisation. Parce que quand vous parliez, je me posais la question, comment on fait pour prouver que l'IA est utilisé, comment on fait. Mais si on a retourné cela, ça devient assez intéressant. Mais il y a une question qui reste peut-être fondamentale, c'est comment est-ce qu'on va recouvrer tout cet argent? Et vous avez essentiellement parlé des aspects institutionnels, juridiques, c'est-à-dire sur les lois, mais on peut également imaginer déjà les aspects même de la corporation. Comment les journalistes, les entreprises de presse elles-mêmes peuvent se mobiliser pour pouvoir engager ce combat-là qui est hautement important pour le suivi économique. Merci encore, docteur. Nous allons terminer avec le spécialiste des questions de droit d'auteur, enfin non, des questions de droits de l'homme, qui nous vient de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous avez la parole. Merci bien pour la parole donnée et merci aux organisateurs d'avoir bien voulu m'associer à cet exercice. Ça peut être fastidieux de parler après tant d'experts sur ces problématiques, mais ce qui me réjouit, c'est la convergence d'idées vers cette problématique
qui est celle de voir comment est-ce que le contenu journalistique peut être protégé de manière à bénéficier à l'auteur, fut-il difficile à identifier en raison du recours à l'IA, produit le contenu dont la protection est envisagée. Éventuellement, l'IA qui pille ses ressources disponibles, si et là, parce que quand nous lançons un prompt et que la réponse nous parvient, cette réponse est puisée nécessairement quelque part. Et ce quelque part, l'acteur qui recourt à ces éléments-là doit pouvoir mettre de l'humain suffisamment pour se réclamer auteur. Sinon, il sera évident que l'auteur, c'est l'IA utilisé, toute autre personne, mais pas celui qui diffuse l'information générée. Je me suis dit, l'accent devrait être porté sur les recommandations à de tous ces débats. Mais il fallait bien dire ce qu'on retient du cadre juridique, parce que c'est en révélant ces et ce qui se fait dans l'expérience cela mène vraiment vers les recommandations. Donc on juge la pertinence à établir la carence que ça combler. Évidemment, l'avènement de l'intelligence artificielle générative marque une transformation radicale dans le paysage juridique de la propriété intellectuelle. Au Cameroun, membre de l'OAPI et le représentant ou bien le maître spécialiste de l'OAPI l'a fort bien dit, nous sommes membres de l'OAPI et signataires des conventions pertinentes dans la matière. Cette révolution technologique appelle une réflexion approfondie sur l'adaptation de notre cadre normatif. Le secteur journalistique se trouve particulièrement exposé. Pourquoi? Parce que les contenus journalistiques protégés par le droit d'auteur en vertu de la loi de 2000, qu'il a bien cité, du 19 décembre 2000, sont massivement utilisés pour l'entraînement des modèles d'IA. Autrement dit, ceux qui proposent l'IA, que ce soit DeepSeek ou Claude AI ou toute autre IA générative, ils ont des banques de données qu'ils s'approprient. Si ce n'est pas des données reversées déjà dans le patrimoine commun de l'humanité, parce que ça a mis suffisamment long pour ne plus être protégé, normalement, ça ne devrait pas être utilisé sans qu'on ait déjà, l'autorisation de l'auteur et de deux, la rémunération de l'auteur. Parce que c'est ça les enjeux essentiels. Et accessoirement, donc, le contenu vise également à protéger les usagers. Parce que l'intelligence artificielle où les données sont manipulées de manière induite, ça a d'autres conséquences, notamment d'ordre pénal. Dans le cadre juridique, on retient qu'il y a essentiellement la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins qui protège les œuvres littéraires et artistiques, incluant les productions journalistiques, du seul fait de leur création sans formalité d'enregistrement forcément. C'est-à-dire, ce n'est pas après la formalité effectuée à l'OAPI pour enregistrer l'article qu'on est supposé être protégé. L'annexe 7 de l'accord de Bangui révisé qui fixe les standards minimaux de protection conformes aux normes internationales pour les 17 et également une référence pertinente. Le docteur Willy a également évoqué la loi de 2016 intégrant les dispositions pénales pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ainsi que les éléments sur la protection des données individuelles. Ça, c'est pour ce qui est des éléments du cadre juridique. Les œuvres journalistiques bénéficient d'une protection automatique dès leur création, conférant aux auteurs des droits moraux perpétuels, inaliénables, et des droits patrimoniaux qui sont très souvent limités à 50 ou à 70 ans en fonction des textes pertinents. Le responsable de loi peut davantage clarifier. Et les obligations internationales en la matière, c'est que le Cameroun est parti aux instruments internationaux majeurs.
notamment la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, parce que le produit journalistique, le contenu journalistique est aussi un produit commercial, on le sait bien, puisque les maisons d'édition ont vocation à vendre leur contenu. Les traités de l'OM, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ça c'est autant d'instruments mobilisables au niveau international. Les défis que cela pose par rapport à l'intelligence artificielle, j'ai identifié essentiellement 3 catégories. J'imagine que c'est pour sortir. Oui, pour sortir. J'ai identifié 3 catégories de défis. Le défi d'exploitation non autorisée des contenus protégés. Le défi du vide juridique sur la titularité des œuvres générées par l'IA. C'est-à-dire, qui est titulaire de l'œuvre générée? Il n'y a pas encore une claire lisibilité d'à qui attribuer. La législation camerounaise, à l'instar de la plupart des systèmes juridiques, repose sur le principe que seule une personne physique peut être auteur d'une œuvre. Cette approche anthropocentrique crée une zone grise pour les contenus générés par l'IA. Les œuvres créées de manière autonome, sans intervention humaine substantielle, ne peuvent donc bénéficier d'une protection. Et ça, c'est la jurisprudence internationale qui confirme cela, notamment aux États-Unis avec US Copyright Office. Et la jurisprudence européenne de Prague, c'est des cas pour lesquels seules les œuvres impliquant, on a clairement indiqué que seules les œuvres impliquant une contribution créative, humaine, significative, choix du prompt, sélection, édition, vérification du contenu peuvent potentiellement être protégés, l'auteur devant prouver son apport original. Les risques de désinformation sont une autre catégorie de risques et les atteintes à l'intégrité de l'information, avec ce qu'on appelle généralement hallucination. Le droit à la paternité de l'œuvre, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire l'interdiction et la dénaturation du contenu, à la réputation professionnelle du journaliste. Imaginez-vous lorsqu'il fait recours à l'IA et diffuse une information foncièrement erronée. Ça porte atteinte à sa réputation. L'expérience internationale, on a l'obligation de transparence, tout le monde l'a réitéré, qui fait partie des principes majeurs du règlement de l'Union européenne de 2024. Le respect du droit d'auteur, la documentation technique, c'est-à-dire conservation obligatoire des journaux d'entraînement et la documentation technique, c'est-à-dire les journaux mobilisés par l'IA pour documenter sa base de données. On a également les sanctions graduées qui peuvent permettre de dissuader les utilisateurs malhonnêtes de l'intelligence artificielle. Il y a le modèle contractuel aussi, où face au vide juridique, des accords de licence peuvent être négociés entre les médias et les développeurs d'IA. C'est-à-dire, au lieu que le journaliste individuellement, les entreprises de presse, il peut avoir une structure qui interagit directement avec ces grands utilisateurs d'IA. Le Monde l'a fait, HarperCollins l'a également fait, qui propose par exemple $2 500 par livre pour une licence de 3 ans lorsque le livre est mis à disposition dans la banque de données. Ces pratiques illustrent l'émergence d'un marché de données textuelles où les contenus journalistiques deviennent une matière première valorisable. En recommandation, donc, nous avons essentiellement l'axe juridique qui consiste à combler les vides identifiés, clarifier le régime d'utilisation des contenus pour l'IA, en amendant par exemple la loi de 2000 pour introduire un article spécifique précisant que l'utilisation d'œuvres protégées pour l'entraînement de modèles d'IA constitue une exploitation soumise à l'autorisation préalable des titulaires des droits et à la rémunération équitable. Donc il y a les deux conditions, l'autorisation préalable et la rémunération équitable, qu'on doit imposer à ceux qui mobilisent les données de base.
La recommandation 2, c'est créer une obligation de transparence, tout le monde l'a dit. L'action imposée aux fournisseurs de systèmes d'IA opérant au Cameroun l'obligation de publier la liste des sources utilisées pour l'entraînement de leur modèle et maintenir une documentation technique accessible aux autorités compétentes, d'identifier clairement les contenus générés par l'IA. La recommandation 3, ça peut être d'encadrer minutieusement la titularité des œuvres assistées par l'IA. Bon, sachant que tout ça va être regroupé et mis en forme, peut-être qu'on peut... tout ça sera mis dans un document final. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. C'est pourquoi le détail de tout ce qui est clarifié, c'est mis à disposition de ceux qui exploiteront pour en faire la charte. Il y a également l'axe institutionnel qui consiste à renforcer les mécanismes de protection. La protection juridique, par exemple, il va falloir renforcer les dispositions légales, mais également les capacités aussi bien des juges que des autres acteurs judiciaires pour espérer que les procès en propriété intellectuelle liée à ces données fassent sens. Il faut renforcer les sociétés de gestion collective. On a toutes les sociétés de gestion collective qui doivent s'impliquer dans le processus. L'axe judiciaire, adapter les mécanismes de sanction, renforcer les mécanismes de sanction puisque quelques-unes existent. Actualiser les régimes de sanction, c'est-à-dire dans le code pénal, intégrer clairement les dispositions qui répriment ces aspects nouveaux de la pratique du journalisme et faciliter l'accès à la justice. Et encore une minute. Voilà, ce sera largement suffisant. L'axe régional, c'est peut-être coordonner l'action en voyant comment les États peuvent, dans le cadre bilatéral ou multilatéral, notamment au sein de l'OAPI, créer un standard régional cohérent pour tous ces États pour gérer ces problématiques. Bon, la participation au forum et consorts peuvent être également une piste parce qu'à ces occasions d'échange, on enrichit les pratiques. Soutenir l'écosystème journalistique, notamment, et j'insiste sur cet aspect, par des programmes d'accompagnement des professionnels. Il faut proposer, par exemple, des formations sur les droits d'auteur à l'aide de l'IA, les outils techniques de protection des contenus, ainsi que l'assistance juridique et judiciaire pour la défense des droits des personnes. Quand je vois le nombre de papiers formats que vous avez encore, je me demande si on va sortir d'ici. La création des plateformes de dépôt probatoire de l'OAPI. En fait, c'était le dernier point. Les autres éléments, les pages dont vous parlez, c'est les référents bibliographiques mis à la disposition des personnes concernées. Merci. Je crois que 3 choses vraiment. Les 2 enjeux, c'est celui de l'autorisation des auteurs, celui de la rémunération. Et vous dites qu'il y a un marché de la donnée aujourd'hui que nous pouvons capitaliser. Les journalistes, les entreprises de presse. Encore faudrait-il pouvoir trouver des cadres de discussion avec toutes les entreprises d'IA qui existent dans le monde aujourd'hui. Vraiment, nous vous remercions pour vos éclairages, pour vos propos fort intéressants. Vous n'avez pas eu le temps de développer. Je sais qu'il y a une frustration les experts ont toujours des choses très intéressantes à dire, il y a de la frustration, mais tout ça sera mis dans un document qui pourra être consulté. Et à l'attention du public, il y aura une séance de questions générales. On pourra poser des questions aux différents panélistes qui sont passés jusqu'ici. Donc, je vous remercie encore pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir ce panel? Vraiment, toutes nos excuses. On essaie de courir après le temps. Donc, nous invitons pour une photo là. Bon, j'ai 2 nouvelles, une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, non, une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Ou une autre bonne nouvelle. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que la salle de conférence est libre et disponible. Donc là, nous pouvons échanger, jusqu'à, comme on dit souvent. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, c'est que un de nos partenaires qui a permis à la réalisation de cet événement, ce symposium, a
un mot à nous dire. Peut-être ça sera une surprise, peut-être, je ne sais pas. Donc on va juste l'inviter. On va inviter M. Jean-Patient Tala de RENAPROF qui va nous dire un mot par rapport à ce partenariat. Donc, merci beaucoup notre panel. Et juste pour signaler que le dernier panel qui porte sur transparence et explicabilité aura lieu tout juste après. On va prendre une petite pause café et après la pause café, on aura donc le temps d'aller dans l'autre salle. Donc, Monsieur Jean Patient est déjà là. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Nous avons plusieurs casquettes. Monsieur Tiwa, laissez le partenaire parler. Il y a quoi? Je vais vous parler en tant que directeur de la communication et des relations publiques du groupe RENAPROF Finance SA. Nous sommes partenaires de ce symposium parce que nous avons estimé que le sujet qui est abordé est très important. Dans le groupe RENAPROF Finance SA, il y a une filiale qui est un média qui s'appelle Royal FM. Vous voyez donc sur le digital aussi, Royal FM qui est en mode radio-vision. L'IA nous concerne. RENAPROF Finance SA, en tant qu'entreprise aussi créée en 1996, qui célèbre ses 30 ans aujourd'hui, évolue aussi en fonction des nouvelles réalités du monde moderne. Voilà pourquoi nous sommes aussi dans ce symposium. Mais nous sommes aussi là parce que nous célébrons les 30 ans de RENAPROF Finance SA, les 30 ans du groupe. Oui, merci, applaudissez quand même pour RENAPROF Finance SA, c'est 30 ans d'activité. Et aujourd'hui, c'est 6 filiales, comme vous pouvez le voir sur le branding qui est là. Il y a plusieurs entreprises. Et il y a plusieurs produits aussi. Nous allons célébrer les 30 ans le 4 juillet prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, dans le cadre de l'apothéose de l'un de nos produits qui s'appelle la MASSO. La MASSO, c'est la mutuelle d'assistance et de solidarité créée en 2020. Je crois que le docteur Tiwa ne veut pas que je parle de mon produit. La MASSO créée en 2020. Nous sommes à la 6e année. Mais c'est quoi la MASSO? La MASSO, c'est juste une mutuelle, comme vous connaissez. Au quartier, d'autres parleraient de Ndjangi. Je ne sais pas, chacun peut avoir son appellation. Mais nous disons mutuelle d'assistance et de solidarité. Avec 100 francs CFA, beaucoup de Camerounais, depuis 6 ans, réussissent à obtenir des financements de 100 000 francs, 250 000, 500 000, 750 000, 1 million et 2 millions de francs CFA qu'ils remboursent à taux d'intérêt 0 dans le cadre de la mutuelle. À ne pas confondre avec la microfinance, RENAPROF Finance SA, qui utilise évidemment des emprunts qu'on rembourse avec, comme vous connaissez. Donc au niveau de la MASSO, c'est taux d'intérêt 0. Mais la MASSO, avant de parler de la tombola, c'est d'abord l'assistance à l'être humain. Parce que nous avons peur que la machine remplace l'être humain, effectivement. Mais nous, à RENAPROF Finance SA, nous disons que nous mettons l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Voilà pourquoi la MASSO permet à chaque mutualiste de pouvoir obtenir une réduction de 35% sur chacune de ses factures au complexe hospitalier La Mamu, qui est situé en Kouaban. C'est un hôpital de catégorie C. Plateau technique de haut niveau. 35% de réduction quand vous allez vous soigner. Mais quand vous souscrivez donc à la MASSO pour cotiser 100 francs CFA chaque jour, de lundi à vendredi, ça fait 500 francs CFA, ça fait 2000 francs CFA le mois, ça fait 26 000 francs CFA. Sur une année MASSO, vous commencez dès le 30 juin 2026 à bénéficier des avantages. Les 35%. Vous inscrivez 9 autres personnes en dehors de vous. 9 ayant droit qui bénéficient également des 35% de réduction à l'hôpital. Assistance en cas d'événement heureux ou malheureux. Donc en cas de mariage de l'un d'entre vous, je ne sais pas qui a l'intention de se marier, ben, ceux qui sont déjà mariés, c'est bien, ils vont à l'hôpital, ils profitent d'autres choses. Si Dr Tiwa n'est pas encore marié, il est mutualiste, il aura un minimum de 150 000 francs CFA de capital et 2 millions maximum en fonction du temps mis au sein de la MASSO. On vous donne cet argent. Mais je vous raconte une anecdote pour aller un peu vite. Au départ, on remettait l'argent avant que les gens ne se marient. Ils apportaient juste l'attestation de publication des banques pour prouver que M. Mbezeleva a épousé mademoiselle Sophie. Mais on s'est rendu compte qu'on donnait de l'argent et les gens ramenaient des attestations fausses.
des communes, des mairies. On a donc décidé que pour vous remettre de l'argent, vous allez d'abord vous marier, vous nous apportez l'acte et les photos qui prouvent que c'est bel et bien le mariage qui a été consommé ce jour-là par la commune. Donc il y a ces éléments de valeurs qu'on a aussi envie de prôner au sein de la Masso, les valeurs africaines à travers la solidarité africaine. Comment faire pour qu'on sorte du cercle vicieux de la pauvreté? La Masso, c'est cette proposition-là. Je ne peux pas donner tous les détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc rapprochez-vous des agences Renapo Finance SA ou de Royal FM pour avoir plus de détails. Avec 100 francs CFA, on peut changer son quotidien. Vous allez remarquer que dans la ville de Yaoundé, il y a des voitures, taxis, brandées Renapo Finance SA Masso. Ce sont de jeunes Camerounais qui ont obtenu ces voitures au détour d'un tirage au sort et qui remboursent chaque semaine 20 000 francs CFA et deviennent propriétaires de la voiture au bout de 2 ans. 20 000 francs CFA. En condition de vente, vous savez, le patron vous demande 20 000 francs CFA et vous devenez propriétaire. Il y a des maisons également d'habitation par tirage au sort. Il y a des familles qui sont logées sur la route d'un fou au lieu d'Inconguette depuis 2020. 2 familles chaque année. Donc on sera encore au stade, au Misport, pour le tirage au sort. Vous avez jusqu'au 29 juin pour souscrire à la Masso. 29 juin qui arrive, hein, l'acte 6, 100 francs CFA. Voilà, c'est tout. Et le 4 juin, on se retrouve au stade. Et au stade, ce sont les mutualistes eux-mêmes qui tirent au sort les autres pour permettre que chacun puisse obtenir une offre. Mais il y a 2 innovations, c'est par là que je termine. 2 innovations en termes d'offres. Masso Bourse Académique. L'Institut universitaire Bissaï, qui est l'une des filiales du groupe Renapo Finance SA, offre une formation de 80% de pratique et 20% de théorie aux jeunes Camerounais. L'Institut est situé à Garage 2 Chevaux, ici à Yaoundé. Alors, si vous êtes mutualiste et que votre enfant obtient le baccalauréat, Masso Garantie Santé, après tirage au sort, vous permet de donner à votre enfant la possibilité d'être formé gratuitement dans les cycles BTS et licence. Gratuitement. Tout frais compris. Gratuitement. Il faut juste que l'enfant, que le parent sollicite le tirage au sort de cette offre. Il y a également Masso Garantie Santé qui permet à nos frères de la diaspora de subvenir aux besoins de santé de leurs parents restés au pays et même de nous-mêmes sur place. Parce qu'à plus de 65 ans, c'est difficile souvent de continuer déjà à envoyer de l'argent pour constamment. Donc nous avons proposé cette offre qui dit ceci. Vous êtes tiré au sort, votre parent est tiré au sort, il bénéficie d'une prise en charge médicale maximale de 1 million de francs CFA gratuite au complexe hospitalier La Mamu. Ça passe par le tirage au sort. Ça n'a rien à voir avec les 35%. Là, c'est pour aider nos parents et nous-mêmes. 1 million de francs CFA de plafonnement. Et si ça dépasse 1 million, vous payez. C'est sur une année. Tout ça, le bénéfice, c'est sur une année. Il y a une année pour cotiser. La même année aussi, il y a ceux qui bénéficient, ceux qui ont cotisé l'année précédente. Je vous remercie. Voilà.